Les 3300 candidats plongés dans les questions existentielles de la première épreuve du bac ce matin. 4 heures de profonde réflexion qui ouvrent le bal d'un mois d'examen. Le recteur de l'académie était auprès des lycéens de Melchior-Garré à 8 heures. Des poubelles ménagères qui s'entassent, c'est le calvaire des riverains. L'enlèvement de leurs ordures ne peut se faire faute de ponts d'accès adaptés aux camions-bennes. Les habitants réclament sa rénovation rapide. Et puis nous verrons l'un des derniers entraînements de Télia Reuster. La jeune femme est partie aujourd'hui pour participer au championnat de France d'heptathlon ce week-end. Médaillée d'argent lors des derniers Carifta Games, l'étudiante se hisse parmi les 5 meilleurs de sa catégorie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous, Gilles Vernet. Merci d'être avec nous. Vous êtes là ce soir à nouveau pour ce JT, juste avant le débat de l'entre-deux-tours des législatives. Bonsoir, Cassie. Avant de parler politique, bien sûr, dans quelques instants, démarrons tout de suite, si vous le voulez bien, avec ces interrogations. Si vous disposez d'ailleurs de quelques heures pour y répondre, a-t-on besoin des autres pour trouver la vérité? La morale suppose-t-elle des valeurs universelles? Ou encore, les mots nous éloignent-ils des choses? À vous de nous le dire. Vous avez 4 heures. Voilà quelques-unes, bien sûr, des questions philosophiques qui ont mis les lycéens à rude épreuve ce matin dans la première étape du baccalauréat. 3306 candidats sur la ligne de départ cette année. Et ce matin, c'est au lycée Melchior-Garré que le recteur de l'académie lançait la saison 2017. Charlotte Fleury. Fini les dernières révisions et place à la pratique. Désormais, pour les lycéens guyanais, l'heure est à la concentration. Après un discours d'encouragement du recteur, les voilà lancés pour la première épreuve du baccalauréat, la philosophie. On a essayé de garantir les meilleures conditions à la fois en termes d'infrastructure, en termes de cadre. Vous voyez ici, c'est vrai qu'ils sont vraiment dans des conditions idéales. On a essayé de les préparer au mieux, de rattraper les quelques semaines que nous avons perdues. Et là, je tiens à saluer le volontariat des personnels enseignants qui ont été extrêmement magnifiques sur ces questions-là, sur le fait d'essayer de rattraper les 2-3 semaines que nous avons perdues. Je pense qu'ils sont prêts et je pense qu'on aura de très très beaux résultats, ça je vous le garantis. Quant à la capacité d'accueil dans les établissements post-bac, le recteur l'assure, tous les bacheliers guyanais auront une place à l'université cette année et celles à venir, et ce malgré la poussée démographique. Cette année, ils sont près de 3306 à passer le baccalauréat, soit près de 140 de plus que l'an dernier. En Guyane, on a des capacités d'accueil qui sont aujourd'hui encore conséquentes. On sait que la poussée démographique fera on peut avoir quelques difficultés dans quelques années, mais on s'y prépare. Donc on a anticipé le fait nos capacités d'accueil seront de moins en moins efficaces dans les années qui viennent. Mais on est préparé pour ça. Mais cette année, c'est-à-dire l'année prochaine, tous les bacheliers de Guyane auront une place à l'université. Il y a forcément quelques inégalités qui sont dues aux questions géographiques, aux questions de localisation qui ne sont pas propres à l'école. Mais bien entendu, ce que nous on fait aussi, c'est essayer de rééquilibrer, de réduire les inégalités éventuelles entre les élèves. Mais évidemment que comme dans toutes les académies, on ne peut pas avoir une égalité parfaite entre l'ensemble des élèves. Et donc ce qu'on essaie de faire, et c'est notre travail quotidien, c'est de réduire ces inégalités-là, mais qui, je vais vous dire aujourd'hui, sont de moins en moins importantes. L'année dernière, plus de 482 élèves avaient reçu une mention. Cette année encore, le recteur semble confiant quant au taux de réussite des lycéens guyanais. Le souhait, c'est d'avoir 100% de réussite. Vous savez, l'année dernière, on a eu 84-85% de réussite au bac général. Mais le souhait, c'est d'avoir 100%. Et je donnerai tout pour avoir 100% de réussite. Et je souhaite qu'on atteigne ces chiffres-là. De toutes les façons, ce qui est important, c'est que je crois, et j'en suis certain, qu'on va augmenter dans le succès, parce que nos élèves sont très bien préparés. Et vous avez vu, l'année dernière, on a eu 16 mentions très bien. Donc c'est important. Et je pense que cette année aussi, on aura des mentions. Et l'objectif, c'est vraiment 100% de réussite. J'espère qu'on y arrivera. Au moins qu'on essaiera d'atteindre cet objectif-là. Vendredi matin, ces lycéens plancheront sur l'épreuve de mathématiques. Et puis en Martinique, le petit déjeuner a été offert ce matin aux candidats dans 21 centres d'examen. Oui, une opération de l'association Madine Jeune qui a installé ses stands depuis 6 heures ce matin pour permettre aux lycéens de démarrer cette période de fort stress de bon pied. On écoute le président de Madine Jeune Ambition, suivi de la rédaction de quelques lycéens au micro d'Alizé Lutran et Michelet François. Je trouve ça super parce que, en fait, le matin, on n'a pas forcément apporté quelque chose à manger.
ça sert. C'est en arrivant, la provision, la CPE qui m'a dit ça, mais je ne savais pas du tout. Et je trouve que c'est bien parce que pour les gens comme moi qui oublient, enfin qui n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner, c'est bien. C'est pas mal quand même parce que je n'avais pas mangé ce matin, donc ouais, c'est cool. Ça nous donne de la force, etc. On n'a pas forcément pris le temps de manger ce matin vu qu'il y a le stress, etc. Donc voilà. Simultanément, nous distribuons plus de 3000 petits déjeuners aux élèves qui bien sûr a été composé par une diététicienne nutritionniste et qui se compose bien sûr d'une bouteille d'eau, d'un paquet de biscuits secs et bien sûr un fruit très important, notre banane martiniquaise. Dans des actes quotidiens de la vie, on ne prend pas de petit déjeuner le matin avant d'aller soit au travail, d'aller à l'école. Et c'est pour lutter contre cela justement que nous avons voulu nous engager en réalisant cette action, opération au petit déjeuner, opération baccalauréat, pour pouvoir les sensibiliser à un autre comportement. Nous ne sommes pas là, on va dire, pour assister, mais au contraire conscientiser. Donc ça veut dire qu'en fait, on est là pour la première épreuve, on sensibilise, comme vous avez pu constater, donc on discute, on échange avec les élèves et bien sûr, après, c'est à eux de pouvoir prendre leur destin entre leurs mains de la même façon qu'ils prennent leur destin entre leurs mains sur la copie. On poursuit avec la colère des habitants de l'Île-et-Malouin à Cayenne. Oui, en cause l'enlèvement des ordures ménagères impossible depuis 6 mois selon eux. Et c'est l'état de l'unique pont d'accès à l'îlet qui empêche les camions bennes de s'engager sur la voie. Les riverains réclament sa rénovation dans les plus brefs délais. Ayodele Germa. De l'autre côté du pont, à l'Île-et-Malouin, les déchets s'amoncellent à quelques pas des maisons. Selon certains riverains, cette situation dure depuis plus de 5 mois, bien trop longtemps. Ça commence à devenir très difficile pour tout le monde ici. On doit prendre sa poubelle et l'emmener jusqu'au pont, mais beaucoup ne le font pas et ça commence à devenir une vraie déchetterie par ici. Du coup, il y a de plus en plus d'odeurs et on se demande pourquoi rien n'est fait pour améliorer la situation. Si les camions bennes ne passent plus sur l'Île-et-Malouin, c'est en raison de l'état de délabrement avancé de ce pont en bois. La semaine dernière, les riverains ont cloué quelques planches ça et là pour réduire les dégâts. Cette habitante réclame de la part de la mairie de Cayenne des travaux dans les plus brefs délais. C'est un droit. Moi, je paye ma taxe d'habitation. Et vu que je paye ma taxe d'habitation par rapport à ça, la mairie doit faire ce qu'elle doit faire. Il faut savoir qu'ici, ce sont des citoyens comme tous les citoyens qui habitent ici à Cayenne. Ce ne sont pas des personnes de seconde zone. Si ça continue comme ça, moi, j'irai lui amener mes poubelles devant la mairie. Et là, on verra si on ne va pas faire quelque chose. Parce que ça aurait été ailleurs, ça aurait été devant chez elle, je suis sûre qu'on aurait fait diligence. Il faut trouver une solution au problème. Il faut vraiment, Madame le maire, faites diligence. Moi, je ne pèse pas mes mots, faites diligence parce que j'en ai ras-le-bol. Comme un fait exprès, quelques minutes après l'interview de cette habitante, des employés de mairie se sont rendus sur place pour évaluer l'étendue des travaux. Mais aujourd'hui, rien ne sera fait, car selon les ouvriers du service public, aucun arrêté de circulation n'a été délivré à la date d'aujourd'hui. J-3 avant le second tour des législatives, un scrutin pour départager les 4 candidats restants dans les 2 circonscriptions de Guyane. Et parmi les 15 candidats éliminés, Michel Kwami. L'avocat et maire de Réginaco, candidat Les Républicains, concourait dans la première circonscription avec un objectif, l'égalité sur le territoire. Il souhaitait pour ce faire la création d'un 2e département en Guyane. Michel Kwami a obtenu 6,15% des suffrages. Il incite les électeurs à opter pour le renouveau. On l'écoute au micro de Jonathan Larion. Nous-mêmes faisons un choix qui est celui de dire quel est le candidat qui incarnera le mieux les aspirations de la société. Aujourd'hui, c'est un petit peu le changement, forcément. Et pour nous, le changement est mieux incarné par Madame Joëlle Prévost-Madère que par Monsieur Serville, qui est un sortant. Donc c'est vers Madame Prévost-Madère que moi-même je voterai, parce qu'il ne faut pas non plus faire le jeu de l'abstention et dire je ne voterai pas. Je voterai donc pour cette option politique-là, que je considère comme plus proche de celle des LR. Et puis, les électeurs qui m'ont suivi, s'ils peuvent choisir cette option-là, je les invite à le faire. Ce choix-là, en tout cas, ce qu'incarne cette proposition politique, est aussi associé à ce parti USD, qui est aussi très proche de la droite. Donc, ma candidature était aussi inspirée par ce mouvement de droite, par le mouvement de droite en général.
Ce 14 juin marque la journée mondiale des donneurs de sang. Une pratique toujours interdite en Guyane depuis 2005 après l'apparition de la maladie de Chagas. Partout ailleurs, en tout cas, la collecte était à l'honneur aujourd'hui. Pour l'occasion, 2 camions de l'établissement français du sang se sont installés sur le front de mer à Fort-de-France. Une opération largement perturbée par les fortes pluies qui se sont abattues dans l'île aujourd'hui. Écoutez la réaction de quelques donneurs ce matin. Par année, je dois faire ça, mais 5 à 6 fois par année, hein. C'est pas plus. Ouais. C'est important pour vous? Oui, mais c'est important, c'est important. Je vous ai dit, c'est pour sauver des vies. Il y a des gens qui de ça, là, je le fais. Ça ne change rien, je suis habitué à donner, ça ne change rien. Peut-être pour les gens qui ne donnent pas, ça ne tue pas. Ça fait mal? Ça fait du bien. Non, ça ne tue pas, non. C'est tranquille, ça. C'est gentil, là, regardez comme je suis là. Bien sourire. J'estime qu'il y a des gens qui en ont besoin et que si moi un jour j'en ai besoin, ce serait bien d'avoir un peu de sang. C'est quand même relativement calme, mais bon, on n'a pas été aidé par les conditions météo, parce qu'on a eu quand même pas mal de pluie sur la matinée. Je pense que c'est un des facteurs. Une communication peut-être un peu différente par rapport aux nouveaux donneurs, aux personnes qui n'ont jamais donné. Une communication au niveau des médias, presse, télévision. Après, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Question santé, toujours en Guadeloupe cette fois. Alors que l'Institut Pasteur lance en Guyane une enquête sur les épidémies provoquées par les moustiques pour préciser le nombre de personnes touchées par ces virus, le dernier bulletin épidémiologique de l'Agence régionale de santé indique un net recul du Zika, de la dengue et du chikungunya dans l'archipel. Reportage Linda Kayarsi. Depuis la fin du mois de mars, les indicateurs de la surveillance épidémiologique témoignent d'une circulation virale de type sporadique pour le chikungunya et la dengue. Même constat pour le Zika, le nombre de cas cliniquement évocateurs estimés à partir des données du réseau des médecins sentinelles diminue et reste faible. Néanmoins, dans le cadre de la surveillance de l'épidémie et de son impact sanitaire retardé dans le temps, toutes les anomalies cérébrales détectées avant et après la naissance sont toujours suivies avec attention. 16 malformations cérébrales ont été recensées à l'échographie et à ce jour, 5 enfants sont nés avec une microcéphalie clinique. Les caractéristiques du Zika imposent néanmoins le maintien des mesures de prévention habituelles, protection contre les piqûres de moustiques et d'une surveillance active pour les complications associées et les populations à risque, comme les femmes enceintes. Enfin, tout médecin clinicien ou biologiste voyant en consultation un cas suspect doit prescrire une recherche systématique de dengue, chikungunya et Zika. Ils multipliaient les actions depuis plusieurs mois pour tenter de rassembler les fonds nécessaires à leur voyage. Les 15 jeunes de l'Institut d'éducation motrice se rendent bien en Guadeloupe du 24 juin au 7 juillet prochain pour découvrir un nouveau département à travers de nombreuses attractions culturelles et ludiques. Une grande première pour la plupart de ces jeunes qui n'ont jamais quitté la Guyane. Cet après-midi, la CTG leur a remis 27 billets d'avion. On écoute à ce propos la première vice-présidente de la DPEP de Guyane et le président de la CTG au micro de Charlotte Fleury. C'est la première fois qu'il est mis en place ce projet. C'est la première fois que nous accueillons ce projet. Je rappelle quand même qu'il a été voté, il a été approuvé au CA du 16 novembre. Et depuis, donc, on a eu de cesse de s'enquérir, de savoir où on en était, de savoir si on avait le budget, de savoir si toute la réglementation en fait en vigueur était respectée. Et l'équipe de l'IEM s'était bien mobilisée. Au niveau du CA, nous avons participé aussi, on a donc octroyé une certaine somme. Mais c'est vrai, il faut comprendre aussi que le poste transport représente un tiers du budget. Et sans cet accompagnement, alors je ne dis pas qu'on ne serait pas parti, mais les choses auraient été certainement beaucoup plus compliquées. Et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, on serait là peut-être à frapper encore à des portes pour avoir quelques billets. Là, c'est bon, on a 27 billets. Le reste, après, on va prendre en charge. C'est essentiel pour la collectivité territoriale d'accompagner, de participer à ce type de manifestation parce que nous sommes une société homogène, une société qui doit être généreuse, ouverte, avec le respect de l'autre. C'est un dossier qui est à hauteur d'à peu près 15 000 € parce que nous avons su négocier avec la compagnie en question et le reste a été pris en charge par les familles, leurs associations et puis l'accueil qui leur est dispensé au niveau de la Guadeloupe. C'est la première fois que nous faisons un tel partenariat.
Moi, personnellement, je vais apprendre encore davantage les ramifications neuropsychiatriques, les personnes qui se dévouent pour ce métier, pour nos enfants. Et en l'occurrence, je pense que nous pourrons bientôt avoir d'autres conventions, favoriser ainsi cette jeunesse qui parfois se retrouve de fait dans une forme d'exclusion et donc leur donner les mêmes joies que tous les enfants de Guyane et d'ailleurs. J'étais en train de conduire. Mathieu a pris l'arme. J'ai pas fait attention à ce qu'il faisait. Une sortie qui résume la ligne de défense d'Hudson Edouard. Oui, le footballeur guyanais de 19 ans, prêté cette saison à Toulouse par le Paris Saint-Germain, était jugé hier pour avoir tiré sur un passant avec un pistolet à billes. Le parquet a requis 4 mois de prison avec sursis et 6 000 € d'amende. Le Kouroussien sera fixé sur son sort le 4 juillet prochain. Elle s'est envolée aujourd'hui pour l'Hexagone. Oui, Télia Röster a 19 ans. Elle est à l'université. Elle est passionnée d'athlétisme. Elle disputera les prochains championnats de France d'heptathlon ce week-end. Elle est d'ailleurs partie aujourd'hui médaillée d'argent lors des derniers Carifta Games. La jeune femme poursuit aujourd'hui son rêve et se hisse parmi les 5 meilleurs sportifs de sa catégorie. Jonathan Lariot. À 19 ans, elle fait partie des espoirs de l'athlétisme guyanais. Médaillée d'argent au Carifta Games, 6e au championnat de France dans une discipline peu connue du grand public, l'heptathlon. Télia enchaîne les résultats prometteurs. Bon, déjà, il faut dominer la barre. Dès la course de l'an, depuis la barre, je suis ici. Je suis au-dessus de la barre et pas en bas. La discipline composée de 7 épreuves différentes, le 100 mètres est le saut en hauteur, le lancer de poids, le 200 mètres, 800 mètres, le lancer de javelot et le saut en longueur. Qualifiée pour les championnats de France qui commencent ce week-end, Télia prend quelques heures pour s'atteler à son épreuve favorite, le saut en hauteur. Ici, un seul adversaire, cette barre qui délimite la hauteur de son saut et qu'elle doit absolument franchir. Ça fait du bien parfois de se dire qu'on peut sauter plus haut que ça. Je me dis juste qu'il faut que je la passe et qu'en fait, même si elle est plus haute, il faut que je me dis qu'elle est plus petite que moi pour que j'ai pas l'appréhension qu'elle soit plus haute. J'ai toujours aimé le saut en général et j'aime bien le saut en hauteur, l'environnement, comment ça se passe. J'essaye de pas trop me mettre la pression pour que je puisse pas me démobiliser et je pars dans une optique de donner le meilleur de moi-même sans pour autant trop me mettre la pression. La préparation dure depuis septembre de l'année dernière. Si au Carifta Games, Télia réussit à battre son propre record, à 2 jours du championnat de France, elle ne rechigne pas à la tâche pour encore se perfectionner. Télia, c'est une athlète qui a un potentiel, hein, donc voilà, une petite taille. C'est quelqu'un de très courageux et quelqu'un qui travaille. Et la récompense a été la médaille au Carifta. Ce qui est situé mettons, parmi les 5 meilleures françaises de sa catégorie. Et maintenant, la finalité, c'est ce week-end au Championnat de France en Bretagne. Elle a battu son record il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, donc elle est sur un pic de forme. Donc maintenant, il faut aller à la bagarre tout simplement et puis se faire plaisir et c'est que du bonus. Ce week-end, le championnat de France attend Télia qui ne semble pas perdre de sa motivation. Une bonne chose car après cette compétition, une autre suit, le championnat de France junior du 30 au 2 juillet. Et c'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres, Kessie. Les 3300 candidats plongés dans les questions existentielles de la première épreuve du bac ce matin. 4 heures de profonde réflexion qui ouvrent le bal du mois d'examen. Le recteur de l'académie était auprès des lycéens de Melchior-Garé à 8 heures. Des poubelles ménagères qui s'entassent. C'est le calvaire dénoncé par les riverains de l'îlet-Malouin à Cayenne. Depuis 6 mois, l'enlèvement de leurs ordures ne peut se faire faute de ponts d'accès adaptés aux camions bennes. Les habitants veulent ça. Rénovation rapide. Et puis vous avez pu le voir, l'un des derniers entraînements de Télia Röster. La jeune femme est partie aujourd'hui pour participer au championnat de France d'heptathlon ce week-end. Médaillée d'argent lors des derniers Carifta Games, l'étudiante se hisse parmi les 5 meilleurs de sa catégorie. Merci d'avoir été avec nous, mais surtout restez connectés sur ATV, car votre émission électorale se poursuit donc juste après votre journal de TF1, n'est-ce pas Gilles? Tout à fait, c'est dans quelques instants. Il y aura 2 débats. Le premier débat avec la première circonscription, donc Gabriel Serville face à Joël Prévost-Madère. Et puis juste après, mais vraiment le temps d'une pause café pour le deuxième débat avec Lénaïque Adam, mais cette fois face à la suppléante de Davy Riemann, Marie Naïsso. Vous le savez, Davy Riemann a perdu son grand-père. D'ailleurs, nous lui rendons un hommage ce soir.
Et puis, après ces 2 débats, bien sûr, on donnera rendez-vous ensuite aux téléspectateurs d'ATV Guyane pour cette dernière soirée électorale, parce qu'il sera question d'aller voter. Ça sera samedi soir. Samedi soir. Voilà. Merci Donc, Gilles. pour l'instant, 20h10. 20h10 tout de suite. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane.